Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours lundi 9 janvier 2023 et je voulais parcourir cet ouvrage juste pour, avant de le rendre, je l'avais pris pour essayer de faire quelques vidéos à partir de celui-ci, euh, en lien avec les réflexions que j'ai déjà entrepris sur sur cet espace YouTube, dans le rayon un peu politique, ou voilà, sur l'idée de commencer un petit peu à penser une nouvelle voie politique possible après toutes les idéologies qui ont été construites depuis l'origine, hein, en fait, qui sont qu'on peut ranger en trois liens: à gauche, à droite et un peu au centre. Et donc, cette vision serait une vision qui prendrait le meilleur, serait, qui se mettrait pas en contradiction, en somme, qui chercherait à utiliser le meilleur de chaque idéologie, le meilleur du socialisme, du communisme, de l'anarchisme, le meilleur du capitalisme, du libéralisme, etc. Et le meilleur des idéologies aussi théologiques, hein, euh, de ce que proposent les théocraties, même si ce n'est pas ce que l'humanité cherche à appliquer. Évidemment, nous sommes dans une voie plutôt justement qui essaye d'aller vers le centre. On le sent, là, il y a une sorte de demande maintenant. Ça fait longtemps qu'il y a cette idée d'aller vers le centre. Mais là, on sent que les êtres humains en ont un peu marre du côté destructeur des antagonismes. Parce qu'on joue plus trop le jeu de juste une opposition. On cherche à détruire ce que l'autre veut faire, ou détruire ce que l'autre a fait, etc. Et donc, il y a un côté un petit peu morbide pour l'esprit actuel. Et donc, cette voie, c'était le symbiotisme. Voilà, quelque chose qui, après le marxisme, après le libéralisme, le symbiotisme, ça serait ça. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, parce que je dois rendre cet ouvrage, je vais juste lire les titres, voilà, et puis commenter un petit peu à partir de ça. Genèse de la pensée politique moderne. Alors, la naissance de la réflexion politique. Donc, il y a eu une naissance. Les Grecs sont essentiellement un peuple politique. Alors, donc, ça serait les Grecs. Ensuite, euh, donc, je vais juste lire un peu ce qui est en gras et ce qui sort de cette l'affirmation définitive de la cité comme mode d'organisation de la société. Donc là, on est à l'organisation au niveau de la société. On voit que l'histoire de l'évolution de l'humanité, nous sommes partis d'un petit groupe. D'abord, on fonctionnait sous la forme d'un groupe, et puis progressivement, certains des groupes se sont assemblés et c'est devenu des tribus, et puis plusieurs tribus se sont assemblées, ce sont devenus des, des cités, et puis plusieurs cités se sont assemblées, c'est devenu des pays. Les pays ont admis d'autres ethnies, d'autres communautés religieuses, d'autres pensées, c'est devenu des nations. Et là, on est au niveau du concert des nations. L'Europe, c'est un concert des nations. L'OUA, l'organisation africaine, l'organisation, l'ASEAN en Asie, etc. C'est l'échelle au-dessus.
Et l'échelle finale, pour moi, hein, c'est le fonctionnement universel. Et donc le fonctionnement universel sera, à mon sens, le choix du meilleur pour l'humanité. C'est plus en opposition à autrui, c'est vraiment pour l'humanité entière, donc pour soi-même. Et donc il n'y aura plus ce côté antagoniste que nous connaissons. Voilà. Alors je continue. Le siècle de Périclès, c'est l'invention de la démocratie. Donc la démocratie, elle n'était évidemment pas comme aujourd'hui, mais elle a été inventée à cette époque-là par Périclès. Et je pense qu'on est en train de découvrir que des systèmes démocratiques existaient bien avant dans d'autres modèles, même très réduits. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'idée du symbiotisme, on doit aussi aller chercher le meilleur du tribal, le meilleur des fonctionnements des êtres humains qui ont préservé leur identité pour qu'on puisse pour l'humanité en fait. Hein. Je pense aux tribus, les dernières tribus qu'on a découvertes et qui de notre humanité en Amazonie par exemple. Voilà leur fonctionnement, le meilleur de leur fonctionnement, grâce à Dieu, d'autres personnes, des scientifiques, sont allés à leur rencontre et ont accumulé leurs connaissances, ont préservé leurs connaissances. Ils se sont préservés pendant des millénaires pour pouvoir offrir intuitivement, hein, pour offrir à l'humanité justement quelque chose qui est fondamental, qu'on devait comprendre et qu'on doit comprendre. Voilà, je continue. La démocratie athénienne, esquisse d'une typologie des régimes politiques, Hérodote déjà. Alors là, il y a les historiens qui viennent et qui commencent à réfléchir sur la politique, sur l'histoire, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La quête philosophique de la cité idéale. Alors là, il y a toujours eu l'idéalisation par la philosophie, par le religieux, par le scientifique, de ce qui serait l'idéal. Qu'est-ce que devant les échecs, devant les problèmes que Platon voyait dans la société, pourquoi elle ne fonctionne pas bien, eh bien voilà, il y a des penseurs, des philosophes qui cherchent à trouver quelque chose d'idéal. Eh bien, la cité idéale et son gouvernement, ben, c'est un peu intuitivement aussi ce que je fais, parce que je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça, je me sens obligé de mettre mes intuitions au service de l'humanité, comme Platon le faisait je le fais bien moins bien, etc., avec beaucoup moins de talent, mais c'est à part de la même idée. Donc Platon cherche à poser la cité idéale. Et bien entendu, il y a des contradictions, il y a des choses qui peuvent pas fonctionner, qui nous hérissent le cuir chevelu dans la cité idéale de Platon. Et comme ça sera la même chose des propositions que je fais aujourd'hui à partir du symbiotisme, voilà, c'est légitime, voilà. Tout ce qui est politique est destiné à être dépassé. Donc, de la cité idéale à la réalité des constitutions, Aristote. Là, on commence à mettre en place des constitutions. La classification des constitutions, la recherche du meilleur gouvernement, pour Aristote, pareil. Les différentes fonctions du pouvoir. Donc on commence, là l'esprit s'enrichit, se complexifie, cherche
s'organiser de mieux en mieux. Et en fait, c'est la montée de l'humanité vers sa meilleure organisation. L'homme cherche naturellement à faire le mieux pour ses semblables. En fait, c'est ça. On est tous logés à la même enseigne depuis tout le temps. Il y a quelque chose de... Cet altruisme est atavique, on pourrait dire, hein, voilà, autant que l'antagonisme. Mais ce désir du meilleur pour l'ensemble, c'est ce qui motive les hommes politiques actuels. Même si, voilà, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de négatif en dehors peut-être des dictatures qui... mais voilà, la plupart des hommes politiques qui s'imposent cherchent à donner le meilleur pour leurs concitoyens. Voilà. Après, si les hommes politiques actuels sont sous la coupe d'un système oligarchique mondial, et ils sont contraints, et parfois c'est leur état d'esprit qui va bien dans ce sens-là, et donc il n'y a aucun problème pour eux d'appliquer ça, et un système oligarchique qui maltraite les plus faibles. Bon, voilà. Qui sur le papier pense que le ruissellement va être favorable, et en fait ça ne marche pas comme ça. Au final, on a des écarts monstrueux qui se creusent entre riches et pauvres, et qui offusquent tout le monde et qui posent un problème à la société, parce que l'évolution de l'humanité, normalement, c'est le resserrement progressif des écarts entre les individus. Voilà. L'équilibre des pouvoirs est le juste milieu. Voilà, ça c'est pour Polybe. Eh ben tiens, on ira le chercher, ce Polybe. Polybe, Cicéron, le juste milieu. Recherche de l'équilibre entre les consuls. Eh ben voilà, donc cette quête du centre, de l'équilibre, on pourrait imaginer qu'elle est déjà là présente chez les Romains. Voilà. Donc, c'est peut-être juste un truc qui me reste de mes origines. L'Empire romain, qu'est-ce qu'il a fait, l'Empire romain? Parce qu'il n'a pas fait que des bonnes choses. Pouvoir reposant sur le droit, entité distincte de la personne de son titulaire. Bon, voilà. Alors après, le christianisme s'impose, et il ne s'impose pas tellement par la violence d'ailleurs, il s'impose par la souffrance, par l'empathie en fait qu'il développe au sein justement du polythéisme romain. À force d'être écœuré de voir l'horreur que les dominants romains faisaient endurer aux chrétiens, aux premiers chrétiens, dans les arènes et tout, et que ces hommes allaient au-devant de la mort comme ça, de façon mystique, et peut-être en état d'extase d'ailleurs, les mentalités ont changé. En fait, ça s'est fait, voilà. Il y a ce moyen. Le problème, c'est qu'il faut avoir la patience, il faut avoir l'humilité, toutes les valeurs qui font qu'on peut le faire. Mais c'est un peu comme ça que s'est imposé le christianisme. Alors, le christianisme apolitique d'abord. À l'origine, le christianisme est à la fois apolitique et révolutionnaire. Donc, il est révolutionnaire, mais sans violence apparemment. Mais il faudrait le lire, hein. Je n'aurai pas le temps de le lire. L'affirmation de l'origine divine du pouvoir. Alors là, ça c'est intéressant, parce que à ce moment-là, quand l'origine divine du pouvoir, et je pense que ça s'est fait avant le christianisme, ça s'est fait dans le judaïsme, déjà cette idée, cette pensée. Mais en mettant au-dessus du dominant, un dominant supérieur qui est Dieu, eh bien on a dévalué
l'humanité a dévalué le narcissisme du dominant, le sentiment de toute puissance du dominant. Lui aussi était sous les ordres de quelque chose de plus puissant que lui. Ou alors il devait l'incarner, c'était l'incarnation de Dieu sur terre, et donc il devait se comporter de telle façon. Ça a été un moyen magistral de maîtriser les pulsions humaines, de dominer justement, parce qu'en fait c'est ça, la montée progressive de l'humanité vers son ultime perfection, c'est la domestication progressive de la toute-puissance, de l'agressivité, de la violence, du désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc., de l'être humain, et donc la compression de ses instincts. Et le christianisme a été un moteur inouï de cette évolution-là. Donc là, on retrouve saint Augustin. Si le principe du pouvoir vient de Dieu, sa matérialisation terrestre est l'affaire des hommes. Voilà, mais toujours sous le regard du divin. La séparation du spirituel et du temporel, c'est saint Thomas d'Aquin qui parle de ça déjà à l'époque. Et c'est en 1200. Ça, c'est intéressant. Donc, on rentre là, l'Église, la religion veut retrouver ses pénates, en fait, s'occuper de ceux qui la regardent, c'est-à-dire le spirituel, l'avancée vers le divin, en somme, la compréhension du divin, etc. La théologie, c'est ça, à mon sens. Donc, la formation de l'État moderne, l'apparition de l'idée de nation. Alors ça, c'est extraordinaire, l'idée de nation, par rapport à l'idée de pays. L'idée de pays, c'est plutôt une entité ethnique. Voilà, c'est sur le droit le droit du sang, le droit de... Et la nation accueille tout le monde et fait que s'organise pour que l'ensemble de toutes les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes les spiritualités, de toutes les croyances peuvent cohabiter fraternellement. Et ça, c'est une évolution majeure, comme la démocratie qui inverse le rôle, le dominant. La démocratie, c'est une œuvre d'art, c'est l'inversion des lois de la nature tout en gardant son énergie. C'est-à-dire que les dominants restent toujours, c'est toujours les dominants, c'est toujours les meilleurs qui se montent en tête de gondole, mais pour appliquer les valeurs, les aspirations du peuple. Voilà ce qu'est un vrai démocrate. Il tient compte de ce que pense le peuple. Il ne va pas déclencher des guerres si le peuple ne s'intéresse plus à la guerre, par exemple, etc., etc. Donc, un vrai démocrate est quelqu'un qui a un véritable amour du peuple. Nous avons perdu les vrais démocrates, à mon sens, dans la politique, malheureusement, parce que c'est des narcissiques qui se font élire, plus ou moins. Et c'est le mécanisme, c'est l'oligarchie qui a organisé les médias pour qu'on élise des narcissiques, donc des gens qui vénèrent l'oligarchie, en somme. C'est intuitif, hein, c'est pas des réflexions, mais ça se déroule comme ça en réalité. Et c'est pourquoi nos hommes politiques, depuis les années 80, depuis le début des années 80, sont beaucoup plus narcissiques et très peu démocratiques, en somme. Ils n'ont pas une vision démocratique supérieure. Ils sont, voilà, il y a un mépris même du peuple naturellement, quoi. Mais sans le vouloir, hein, c'est toujours pareil, c'est pas de la méchanceté, c'est leur nature. Voilà, c'est une nature qui fait que la façon dont on est élevé, dont on arrive plus ou moins à s'extraire d'un milieu bourgeois, par exemple, ou qu'on y reste, qu'on garde ces valeurs-là, la vision de ce qui est en dessous, etc. Comment on est éduqué, comment on a été élevé. Donc, c'est pas quelque chose qui est... ma critique, elle est
elle est pour faire évoluer les choses. Elle n'est pas envers les personnes. Les personnes n'y sont pour rien du tout. Et on fait le mieux possible, quoi qu'il arrive. Voilà. Territoire et patrie, de la nation à l'État. Eh bien, on va arrêter là pour cette première vidéo. Voilà, l'État souverain. On reprendra juste après. Merci de votre écoute.